Can you wish upon a star? Tout l'océan. Difficile d'y échapper si vous avez des enfants de 7 à 77 ans. Avec Avengers Endgame, Disney s'est offert l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. En moins d'un mois, il a fait rentrer près de 800 millions de dollars dans les caisses de l'oncle Picsou, rien qu'aux États-Unis. Et le succès des super-héros Marvel est planétaire, avec plus de 2,5 milliards de recettes au niveau mondial, plus très loin du record d'Avatar, même si ce dernier sera difficile à battre. Endgame a déjà battu un record, celui du film hollywoodien le plus rentable en Chine, avec 600 millions de dollars d'entrée. Et même si retraité de l'inflation, le film de Marvel n'est que le 22e film d'un box-office toujours dominé par Autant en emporte le vent, ce tombereau d'argent valide la formidable renaissance de Disney. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite pour une séance de découverte des super pouvoirs de Disney. C'est un peu comme dans ces jeux vidéo où l'on vous propose de créer votre équipe en y mettant les joueurs que vous voulez. Neymar, Ronaldo, Messi, Mbappé, Griezmann au hasard, ensemble sur le terrain, ça a de l'allure. Avengers Endgame, c'est un peu pareil. Iron Man, Thor, Spider-Man, Captain America, Doctor Strange, sans oublier la Veuve Noire, l'élite des sauveurs de la planète, tous membres du Marvel Studios. Et ça marche, avec rien qu'en France au 14 mai, plus de 6 millions de spectateurs. Nicolas Madeleine travaille au service high-tech média des Échos. Je lui ai demandé d'enfiler son costume de super journaliste pour m'expliquer les secrets d'une telle réussite. Car au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Il y a presque 15 ans, le groupe américain éditait surtout des comics, des bandes dessinées, et ses poches étaient plus proches d'être vides que pleines. L'histoire de Marvel est très compliquée. Il y a eu plein d'incarnations, mais depuis à peu près les années 70, ils ont commencé à licencier leurs personnages, enfin à vendre des licences à des studios pour qu'on utilise leurs personnages. Ça a démarré beaucoup moins fort que DC Comics avec Batman et Superman. Ils ont licencié passé sous licence plein de personnages, et puis ça n'a jamais été vraiment bien exploité jusqu'au moment où, à partir de, en gros, les années 2005 à 2007, ils se sont dit, on peut avoir plus de liberté créatrice, on peut retirer davantage de bénéfices de l'utilisation par nous-mêmes de nos personnages, et là, ils ont créé l'incarnation présente de Marvel Studios. Le vrai premier film de ça, c'est Iron Man, qui est sorti en 2008, qui a mis pas mal de temps à se créer. Mais il y a un autre film qui a déclenché une véritable prise de conscience chez Marvel. Il s'agit de Spider-Man, le film de Sam Raimi sorti en 2002. C'est le premier de la série à rapporter plus de 800 millions au box-office, et il avait laissé un goût amer à la direction du groupe. Parmi les licences qui fonctionnaient bien, il y avait Spider-Man, et ce que tu disais, c'est que finalement, ça leur avait rien rapporté ou pas grand-chose. Voilà. Spider-Man, je crois me souvenir, c'était une des premières incarnations de super-héros qui allait un petit peu plus loin, qui arrivait à toucher un public un petit peu plus large que les ados qui s'enferment à la récré au lycée pour parler de super-héros. Et ça, ces films-là ont très très bien marché. Ils ont rapporté 2,5 milliards pour Sony, en fait. Pour Marvel, ça n'a rapporté que 62 millions de dollars. Donc, ils se sont dit, on peut faire mieux, et en plus, on peut contrôler cet univers. On voit qu'on a des personnages qui peuvent fonctionner, qui sont sous-exploités. Donc, faisons-le par nous-mêmes. Ça demande énormément d'argent de faire ça. Le problème, c'est que le studio n'avait pas la surface. Alors, la première étape, ça a été de négocier un financement de plus de 500 millions de dollars avec Merrill Lynch. Donc une banque, ouais. Voilà, une banque américaine d'investissement, pour pouvoir faire les films. Mais il y avait un petit alinéa, c'est que si
si les films n'avaient pas de succès, la propriété des personnages pouvait être saisie par la banque. Dans une interview à Variety, Jon Favreau, le réalisateur de Iron Man, raconte qu'il subissait une pression très forte pour que la production se passe bien, que le film marche bien et qu'on lui rappelait sans cesse que s'il ratait son coup, Marvel allait perdre ses personnages. C'était vraiment qui tout double. C'était qui tout double, ouais. C'était passer d'une exploitation un peu tranquille de personnages à la création d'un univers de super-héros dont on tirait tous les bénéfices et surtout, en fait, dont on contrôlait complètement la création artistique. Et là, un homme vraiment clé de ça, c'est Kevin Feige, qui a tout de suite été embauché comme producteur, qui a jamais voulu passer à la réalisation, mais qui est une sorte de démiurge derrière tout cet univers de ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe, qui est ce concept de Marvel, des films qui se répondent et dont les histoires s'imbriquent les unes dans les autres. C'est vrai que Marvel est devenu une véritable machine à faire des blockbusters au cinéma, ça marche en général très fort. Il y a une vraie stratégie derrière justement ? Oui. Pour qu'un film marche, en fait, on a 2-3 week-ends, voire un. En tout cas, aux États-Unis. Et en France, on a 1 ou 2 mercredis maximum. Il faut gérer ça et c'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent. Donc, il faut créer ce rendez-vous avec le public. Et c'est pas évident. C'est pour ça que les budgets de marketing des grands films comme ceux de Marvel sont quasiment équivalents au budget de fabrication des films. Parce qu'on a très peu de temps. Et d'où l'intérêt de créer des franchises, donc avec des personnages que le public connaît déjà. Il n'est pas en terre inconnue. Quand on sort le personnage, on n'a pas besoin de lui représenter. Il le connaît et il a envie de suivre son histoire. Il y a une sorte d'instinct naturel qu'ont su exploiter les producteurs de séries, c'est qu'on veut que les personnages qu'on a suivis dans une fiction continuent à vivre. On veut connaître leur histoire jusqu'à la fin. Et donc, les franchises, c'est ça. Et la grande force du Marvel Cinematic Universe et de Kevin Feige, c'est d'avoir créé une franchise multidimensionnelle avec plusieurs personnages, plusieurs histoires, des héros qui sont parfois des personnages secondaires, qui dans d'autres films sont les personnages centraux, qui se rencontrent, qui s'affrontent, qui s'allient. Et ce qui fait qu'on crée une attente pour tout un univers de personnages. Et quand on sort un film, on peut en introduire de nouveaux pour lequel le public va attendre la suite des aventures de ce personnage. Un autre avantage de cet univers cinématographique, c'est qu'il y a une attente telle que la production peut se permettre de faire appel à des cinéastes qui sont assez inattendus, assez pointus. Ils peuvent aller chercher les talents. Il y a la force marketing derrière. Je parlais même à un analyste des médias qui, en se changeant à la piscine, était fasciné par une conversation entre adolescents sur l'univers des Avengers. Et il connaissait tous les personnages, tous les opus de la saga Infinity. J'allais vous demander votre personnage préféré, mais vous n'avez pas l'air très calé. Moi, j'ai bien aimé Iron Man, c'est un industriel. Voilà, je travaille dans un journal économique. L'univers Marvel fait carton plein auprès des plus jeunes et des moins jeunes. La différence de caractère, de charisme de chacun des héros permet finalement à tout le monde d'avoir des préférences et de trouver son bonheur. Mais est-ce que cela suffit pour en faire l'un des films les plus vus de l'histoire du cinéma ? Il me manque sans doute des éléments pour y répondre aussi. J'ai contacté Olivier Bomsel. Il est économiste, spécialiste des médias et professeur à Mines ParisTech. Il a accepté de venir aux Échos pour m'éclairer sur les raisons d'un tel succès. C'est toujours facile d'expliquer ex post les performances d'un truc qui marche et dans lesquels les premiers qui l'ont lancé ont pris des risques. Ce qui semble fonctionner assez bien, c'est la création d'un univers dont chaque nouveau film de la série concourt à étendre encore les codes, les mythes, la circulation au-delà même des films, mais entre communautés de spectateurs, de discussions autour de l'univers proposé. Et au fur et à mesure que ce réseau de spectateurs de Marvel s'accroît,
la curiosité, le goût, l'intérêt pour les nouveaux épisodes ou les nouvelles sagas s'étend. Et on forge à la fois une esthétique, une mythologie, un sentiment générationnel auprès de beaucoup de spectateurs qui deviennent fans. Voilà, c'est ce qu'on appelle en économie un effet de réseau. Et oui, c'est ça la magie Disney, car Marvel appartient aujourd'hui aux géants américains du divertissement. Mickey a eu du flair. Il a sorti le carnet de chèques pour se payer coup sur coup des fleurons de la création. Pixar d'abord en 2006, puis Marvel en 2009 et Lucasfilm en 2012. La facture est salée, mais pour Disney, il fallait du sang neuf. C'est ce que m'a expliqué Elsa Conessa, la correspondante des Échos à New York. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'époque, en fait, le modèle dominant des entreprises de médias comme Disney, c'était de produire beaucoup de films avec pas forcément un très gros budget, mais en espérant que dans la quantité, il y en aurait un qui serait un succès et qui pourrait financer tous les autres. Mais clairement, en fait, cette stratégie qui avait bien fonctionné dans les années 80-90, elle s'essouffle, en fait. Au début des années 2000, Disney accumule les flops, les ventes de DVD commencent à chuter. Il y a des guerres intestines, en plus, avec certains actionnaires, les héritiers Disney. En 2004, Disney manque de peu de se faire reprendre par une OPA hostile de Comcast. Bref, voilà, les actionnaires sont à bout. Le titre a perdu quasiment 30% de sa valeur en 5 ans. Et aux États-Unis, souvent, quand la bourse ne va pas, rien ne va. Mais Elsa, un homme va intervenir et bouleverser le scénario de ce qui prenait la tournure d'un film catastrophe. Quand Bob Iger prend les rênes fin 2005, il a une vision très claire, lui, de ce qu'il veut. C'est qu'il fasse un coup très vite pour rassurer les marchés. Et ce premier coup, en fait, ça va être Pixar. Donc Pixar qui est déjà un partenaire de Disney, qui était un partenaire de Disney, mais avec qui les relations étaient devenues exécrables, puisque le prédécesseur de Bob Iger chez Disney, Michael Eisner, ne s'entendait pas du tout avec Steve Jobs, qui était le propriétaire de Pixar. Donc en fait, Bob Iger, il consacre vraiment tous ses premiers mois à essayer de retisser des relations avec Steve Jobs et avec les dirigeants de Pixar pour les convaincre de racheter en fait, les studios, ce qu'il arrive à faire en 2006, donc pour 7,5 milliards. Et cette acquisition, en fait, ça va vraiment poser les bases de ce qui sera ensuite sa stratégie pour Disney, à savoir en fait acquérir des franchises. C'est un signal donc très fort de changement d'époque, et c'est l'opération qui va littéralement sauver Disney, puisqu'en fait très vite il commence à enchaîner les succès avec les Toy Story, etc. Et donc en fait avec ce succès, Iger décide de continuer à décliner cette stratégie en rachetant 3 ans plus tard Marvel, donc en 2009, le studio qui produit tous les films de super-héros, et puis Lucasfilm évidemment en 2012. Donc en 6 ans, il dépense en fait 16 milliards de dollars pour faire 3 acquisitions qui vont complètement révolutionner la création chez Disney. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, c'est une vision qui ne convainc pas forcément les marchés tout de suite, parce que les analystes trouvent que Bob Iger paye trop cher ses acquisitions. Ils se demandent évidemment s'il va réussir à les intégrer. C'est toujours un défi quand on rachète des studios avec des créateurs qui ne sont pas forcément des gens du business. Mais aujourd'hui, il n'y a évidemment plus aucun doute. Les actionnaires, les investisseurs sont unanimes. Bob Iger est vraiment considéré comme celui qui a fait renaître les studios Disney. Mickey, renforcé par Toy Story, Iron Man et par les derniers Jedi, est redevenu, grâce à cette stratégie, un géant du divertissement. Ah oui, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Cette stratégie, elle a payé, puisqu'en 10 ans, le cours de Disney a quintuplé. Disney valait autour de 50 milliards en 2004, il en vaut 240 aujourd'hui. Puis évidemment, les 3 entreprises rachetées par Iger, en fait, ont produit une série de blockbusters, que ce soit dans les dessins animés ou les films. Et donc, la grande force de cette stratégie, c'est évidemment l'idée des franchises. Un des premiers commentaires que fait Bob Iger quand il prend la direction de Disney, c'est qu'il trouve que justement le rendement des films est très faible. Il a déjà, lui, cette idée qu'en fait, un film, ça doit pouvoir rapporter de l'argent pendant plusieurs années, et pas juste avec les billets dans les salles de cinéma, mais parce que on va pouvoir décliner son univers sur tous les supports, donc dans les parcs à thème. Il commence évidemment par accroître les investissements dans les Disneyland et Disney Worlds à travers le monde, mais aussi évidemment avec les véhicules, les figurines, les jouets, les vêtements, les séries télé, les jeux vidéo, tous les produits dérivés imaginables. C'est pas en soi quelque chose de très très nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que ça devient le cœur de la stratégie de Disney, et Disney est le premier groupe de médias à le faire à une telle échelle et à mettre cette stratégie au cœur de son modèle. C'est d'autant plus efficace pour Disney que en fait tous les canaux de diffusion de ces différentes franchises en fait sont dans le giron du groupe, puisque Disney a des chaînes de télé, il y a des studios, des parcs à thème, des boutiques où ils vendent ses produits dérivés, et tout ça fonctionne très bien à partir des films produits par Disney. Cette stratégie a été très vite copiée par les concurrents, mais clairement en fait Disney est le meilleur de sa catégorie pour monétiser les contenus, au point que certains analystes considèrent que Disney n'est plus vraiment une entreprise de médias, mais plutôt une entreprise de grande consommation, comme Nike par exemple. Un groupe de grande consommation.
on est assez loin de l'idée que je peux me faire d'un représentant du 7e art. En apparence, car Bob Iger a compris une chose, l'avenir de Disney devra passer par sa créativité. Sa grande force à lui, c'est d'avoir compris en fait que les entreprises qu'il rachetait, en fait, il rachetait des créateurs et donc il fallait faire très attention à préserver cette capacité créative, que ce soit le cas de Pixar, de Marvel ou de Lucasfilm. Et en fait, il a fait très attention à laisser en place les dirigeants des entreprises qu'il a rachetées. Et donc, il n'a pas du tout abîmé en fait la capacité créative de ses cibles. Donc, on voit que la question se pose aujourd'hui, par exemple pour HBO, qui est la chaîne qui produit Game of Thrones, qui vient d'être rachetée par un groupe de télécom texan, AT&T, et en fait, dont les principaux dirigeants et les figures sont partis. Donc il y a vraiment une question sur la capacité à préserver le modèle. Mais Bob Iger, en fait, il y a régulièrement des papiers dans la presse américaine sur son salaire, parce que c'est l'un des patrons les mieux payés de l'industrie. Il a gagné l'équivalent de 65 millions de dollars en 2018. Mais en fait, il est vraiment considéré comme l'artisan du succès de Disney. Et d'ailleurs, la question qui préoccupe l'investisseur, c'est plutôt celle de son remplacement, parce que Bob Iger a reporté 4 fois la date de son départ. Et donc là, l'échéance, c'est 2021. Et donc la question de sa succession, en fait, va aller croissant. Et cette stratégie repose aussi sur une occupation du terrain incroyable. J'ai regardé sur un site les sorties de Disney, Pixar, Marvel et Lucasfilm pour 2019. Entre Ralph 2, Captain Marvel, Dumbo ou Toy Story 4, sans oublier La Reine des Neiges 2 et Star Wars épisode 9, il y en a 14, au moins un par mois. Difficile pour la concurrence d'exister. J'ai demandé justement à l'économiste Olivier Bomsel en quoi Disney était différent des autres grands studios de cinéma. Disney, depuis sa création dans les années 30, alors que ses concurrents d'Hollywood, en particulier la MGM, qui était un des premiers studios, la Warner, la Paramount, faisaient des films avec des acteurs dans ce qu'on appelait déjà à l'époque le Star System, c'est-à-dire un dispositif dans lequel les acteurs étaient sous contrat exclusif avec les studios qui investissaient dans leur médiatisation par le tournage et la distribution des films. C'est l'essence du show business, si vous voulez, c'est de montrer des personnages qui ensuite deviennent familiers avec le public et ont cette capacité à incarner d'autres personnages dans d'autres histoires. Disney l'a fait avec des créations graphiques et donc des personnages d'animation en n'ayant pas besoin de les engager sous contrat, mais en se servant des institutions de propriété intellectuelle, en particulier du copyright et de la marque, pour les inscrire dans son catalogue d'une certaine manière et bâtir sa stratégie industrielle et financière dessus. Avec un avantage, ces créatures animées ont peu de chances de passer à la concurrence ou de commettre des frasques et de se retrouver à la une de la presse à scandale, à part bien sûr Roger et Jessica Rabbit, Mickey étant lui irréprochable. Oui, mais vous savez que au début des années 2000, Mickey étant protégé par le copyright, Walt Disney étant mort depuis une 50aine d'années, Disney a eu peur que Mickey tombe dans le domaine public et a fait pression auprès des élus américains, c'est remonté jusqu'à la Cour suprême, pour que le droit d'auteur puisse être prolongé jusqu'à 90 ans, sachant que la seule protection offerte par la marque Disney était insuffisante à l'époque à protéger l'ensemble des personnages inventés par Walt Disney. Et on peut considérer d'une certaine façon que le rachat de Marvel s'inscrit dans cette logique d'étoffer le portefeuille de personnages non atteignables par la limite d'âge du copyright. Disney est donc devenu un artiste de la franchise, mais il y a un risque, s'endormir sur ses lauriers et oublier d'imaginer, au risque de lasser les spectateurs. Après tout, l'épisode solo de la saga Star Wars n'a rapporté que 400 millions de dollars au box-office, 5 fois moins que le réveil de la Force. J'ai demandé à Elsa Conessa ce qu'elle en pensait. Alors ça, c'est évidemment une critique qui revient souvent, l'idée de l'appauvrissement de la création, et puis le risque de dépendre finalement d'un petit nombre de franchises. Alors Disney en général répond que, en fait, il continue à faire des créations. Quand on regarde par exemple chez Pixar, il y a aussi bien les suites du Monde de Nemo que des créations plus originales comme Coco par exemple, sur la fête des morts au Mexique.
Disney a aussi ravivé des héros qui étaient un peu tombés en désuétude de l'univers Marvel, comme Guardians of the Galaxy ou Black Panther, qui a été un très gros succès. Et puis surtout, la création, il faut la financer. Donc l'argument qui revient toujours, c'est qu'effectivement, il faut des machines à cash pour financer la création. Et donc le modèle, en fait, permet bon an mal an quand même de financer des créations originales. L'autre point, c'est que en fait, on est dans un univers qui va être de plus en plus dominé par le streaming. Et que finalement la stratégie des franchises, elle n'est pas forcément mauvaise, parce qu'on voit bien que sur les chaînes de streaming, en fait, il y a tellement de choix que les consommateurs, ils ont plutôt tendance à aller faire des choses qu'ils connaissent déjà, paradoxalement. Il y a beaucoup de contenus originaux, mais finalement, ils vont finir par regarder une vieille série qu'ils connaissent déjà ou une suite d'un film qu'ils connaissent déjà. Et donc finalement, d'avoir des franchises avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, c'est pas forcément une mauvaise stratégie dans le streaming. D'autant que, en fait, on a constaté que les suites marchent finalement mieux, même au box-office, que les origines. En fait, dans les plus grands succès de Disney, je crois que sur les 10 plus gros succès en salle de Disney, il y en a 8 qui sont en fait des suites, que ce soit des suites Marvel, des suites de Disney pur, de Pixar ou les Star Wars. En fait, c'est ce qui finalement rapporte le plus dans les salles. En fin d'année, des analystes estimaient que la licence Star Wars aurait rapporté à Disney près de 5 milliards de dollars avec seulement 4 films au box-office. C'est plus que ce que n'a coûté le rachat de Lucasfilm par Disney. Mais il a déjà la tête à son nouveau défi, intégrer la Fox, le producteur de Titanic et d'Avatar, pour répondre à la concurrence de Netflix et compagnie. Alors oui, c'est clairement une opération qui vise à accroître la capacité à produire du contenu. Mais en fait, ça s'inscrit dans un contexte qui est assez nouveau, puisque c'est celui de l'émergence du streaming avec la percée de Netflix ces dernières années. En ce moment, Disney d'ailleurs concentre tous ses efforts sur le lancement de sa propre chaîne de streaming, Disney+, qui doit démarrer un peu plus tard cette année, et qui en fait donnera accès à des classiques de Disney et des contenus exclusifs qui seront par exemple des spin-offs de Star Wars. Et donc dans ce contexte, en fait, la stratégie, c'est d'augmenter beaucoup la cadence sur la production de contenu, de produire beaucoup de choses. Et donc les studios de la 21st Century Fox, en fait, doivent permettre d'apporter de nouvelles franchises comme Avatar, X-Men. Ils ont aussi des choix à succès, je crois, pour la télévision comme Homeland, les Simpsons. Donc voilà, c'est vraiment une usine à contenu que Disney a racheté. Merci Elsa. Lors de notre discussion, Olivier Bomsel évoque pour Disney une constitution de réserve, une stratégie proche de celle d'un producteur de pétrole. J'aime beaucoup cette image. À une époque pas si lointaine, les groupes pétroliers dominaient la bourse américaine. Aujourd'hui, ce sont les géants de la tech et du divertissement comme Apple, Google, Amazon, Microsoft et Disney, devenus la 20e plus grosse valorisation boursière mondiale, avec une capitalisation de 239 milliards de dollars. C'est 4 fois et demi plus que la valeur qui était la sienne au moment du rachat de Pixar. Pas mal pour une souris qui a fêté l'an dernier ses 90 ans. Joyeux Maxiversaire, Mickey! Merci à Elsa Conessa et Nicolas Madeleine, super-héros des échos. Merci à Olivier Bomsel, économiste et spécialiste des médias. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.